Dimanche dernier, à Poya, après de fortes pluies, une ravine s'est créée sur la mine Pimpin exploitée par la Nickel Mining Company, entraînant le déversement de plusieurs tonnes de boue et détruisant 2500 km² de végétation naturelle sur le versant du Wepunu donnant sur le Krikamik. Les riverains ont alors signalé la présence d'eau rouge polluée dans les cours d'eau. C'est un combat qui date depuis plus d'une dizaine d'années déjà qu'on a créé une association. On se bat pour ça, qu'on ne voulait pas que ça ouvre. Il y avait une zone verte qui avait été classée. Et je ne sais pas comment ça se fait que ça a été enlevé. Et du coup, maintenant la pollution est arrivée chez nous. Pour Émile et sa famille, habitant juste en contrebas, c'est un désastre. Colette doit dès à présent arrêter son activité de gîte. Allez, on va aller voir. On commence à voir comme des micro-sables, des petits graviers, dans la boue. Il y avait des crevettes, on allait à la pêche et puis tout, que maintenant, je pense qu'on n'aura plus rien. Là, maintenant, mon gîte, il est en sommeil. Je ne comprends pas comment ça se fait, parce que nous avons signalé, même avant décembre, qu'il y aurait quelque chose, parce que ça se voyait à l'œil nu, que ça allait avoir un impact pour le cric et puis tout. En plus d'avoir de l'eau sale, la boue a bouché les canalisations. Il est donc impossible d'avoir de l'eau au robinet. Tout ça, on est tous impactés. C'est une économie dans la région de Moinda qui est en train de se casser la gueule. Il va falloir qu'ils nous trouvent une solution maintenant. La NMC, la mine, le gouvernement, la province. En tant qu'éleveur, Émile risque aussi de perdre son activité puisque l'eau lui permettait d'arroser ses terres et nourrir ses 150 bovins. Il y a le foin qui est stocké là, que je produis sur mon exploitation, pour éviter qu'en fin d'année, je sois en rupture de foin. Bon, j'en ai encore du stock, quand même. Les enrouleurs, je pourrais peut-être toujours irriguer quand il ne va pas pleuvoir, mais est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence avec le minerai sur l'herbe? Après ce constat, la société Nickel Mining Company a pris plusieurs mesures afin de sécuriser la zone. Ce n'est pas le premier incident de ce type. En 2020, un éboulement avait alors entraîné les premiers déversements de boue dans le cric. Des incidents qui n'auraient pas dû se produire selon Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud. Donc malheureusement aujourd'hui, on constate que les moyens n'ont pas été mis en place. On constate qu'il y a eu la formation d'une nouvelle ravine avec une pollution qui est extrêmement impactante sur les riverains. Là, on est dans la responsabilité civile d'une personne morale qui est responsable des dégâts qu'elle occasionne auprès de ces riverains. On peut prendre des sanctions administratives, des sanctions pécuniaires. Donc, on va faire le point avec la NMC pour qu'ils nous disent comment ils entendent régler ce problème. Et puis, en fonction des réponses qu'ils nous donneront, soit elles nous satisferont, soit on sera amené à prendre des sanctions le cas échéant. La formation d'une nouvelle ravine a été confirmée, risquant un nouveau déversement. La direction de l'industrie, des mines et de l'énergie devrait rendre prochainement un rapport et réunir un comité local d'information avec les riverains, l'exploitant NMC, la mairie et la province sud. Plus de 58 milliards. C'est le montant du budget primitif 2024. Les élus du Congrès étaient réunis aujourd'hui pour l'examiner. Si ce dernier a été voté à l'unanimité par les membres du 17e gouvernement le 11 janvier, ça n'a pas été le cas aujourd'hui du Congrès. Pour l'opposition, ce budget est jugé insincère. Ce que nous attendons et que nous ne trouvons pas cette année encore dans ce budget, c'est au-delà de l'aspect de constater ce qui ne va pas, c'est une vraie trajectoire, c'est une vraie volonté politique de relancer l'économie, d'aider ceux qui créent de la richesse et qui sont les seuls qui, demain, pourront augmenter nos recettes fiscales et permettre de payer tout ce que nous avons payé pour le bien de nos populations. Si le taux d'endettement, le fonds de roulement et le taux d'épargne se sont améliorés pour ce budget, les finances de la Nouvelle-Calédonie sont dans un mauvais état, la trésorerie étant gravement déficitaire, ce qui explique pourquoi le gouvernement a diminué de 33% ce budget comparé à 2023. Aujourd'hui, on est même arrivé à une accumulation de mandats à payer en attente de l'ordre de 16 milliards. 16 milliards. Tous les lundis, j'ai la situation de trésorerie. Depuis que je suis au gouvernement, le besoin de trésorerie n'est jamais passé en dessous de 10 milliards. Ça veut dire qu'on vit à crédit depuis 3 ans ou 4 ans, 10 milliards de trésorerie. On peut faire tous les budgets que l'on veut, même équilibrés, mais c'est du cash qui manque. Les discussions sur le budget doivent se poursuivre jusque dans la soirée dans l'hémicycle. Malgré l'opposition des loyalistes et du Rassemblement,
Ce dernier devrait être adopté avec le vote des groupes indépendantistes et le soutien de l'éveil océanien. Norman est technicien de maintenance à l'usine de Koniambo-Nickel depuis 12 ans. Au vu de la situation financière de l'entreprise et l'annonce qu'a fait Glencore de suspendre l'activité le 29 février, le père de famille est inquiet pour son emploi et pour l'avenir de son foyer. Malgré l'annonce faite hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire d'un soutien financier de l'État à hauteur de 24 milliards de francs, Norman reste lucide. Je trouve que c'est bien au niveau de l'État de faire ça, mais après c'est Glencore qui décide qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. S'ils continuent, s'ils financent ou pas. Et puis là, avec les 1300 employés, on ne sait pas combien de personnes vont rester sur le site pour la mise en veille, si c'est une mise en veille froide ou chaude. Et si c'est une mise en veille chaude, là, il va rester à peu près que 200 personnes sur le site. Ça va faire 1200 personnes qui vont être à l'extérieur. Mais au niveau de la CAFAT et puis tout ça, ça va être dur. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir pour le chômage et puis tout ça, quoi. On a tous des crédits et puis tout ça. Comment ça va se passer au niveau des banques pour les crédits si on se fait enlever tout ce qu'on a eu en travaillant pour KNS, quoi, avec les emprunts qu'on a eus, quoi, ça va être un peu difficile pour nous, quoi. Cette situation a un impact direct sur sa famille. Pour passer le cap, avec 4 enfants à la maison, Norman et sa femme sont vigilants sur leurs dépenses, notamment en cette période de rentrée scolaire. Non, c'est bon. Ça va aller. Pour la petite qui rentre en CM2, on va vérifier tout son linge de l'année dernière. Si ça lui va, elle va réutiliser cette année. Et pour la grande, en fait, on fait des échanges, c'est-à-dire que tout ce qui ne lui va pas, la petite, elle essaye et puis on recycle comme ça. Rebondir, après, c'est compliqué parce que vu que toute l'industrie de la mine est dans le même état, est-ce qu'il va retrouver un emploi tout de suite ? Est-ce qu'il ne sera pas obligé de partir, donc nous laisser nous ici pour partir à Nouméa et revenir le week-end? Est-ce que nous, on ne va pas se retrouver un peu tout seul ou même nous devoir, moi, quitter mon travail pour pouvoir déménager pour pas que la famille elle soit séparée en fait. On ne peut pas se projeter dans un mois, c'est au jour le jour. Tous les jours, on a des nouvelles un peu comme ça, mais c'est flou. Donc, tant qu'on n'aura pas vraiment un KNS qui va dire vraiment ce qu'il en est, on ne pourra pas se projeter. Devoir se réorganiser pour trouver une stabilité, c'est la préoccupation majeure de ces familles que l'industrie minière fait vivre. La mise sous cloche de KNS, synonyme de 2500 personnes au chômage, inquiète. Chez les politiques et les partenaires sociaux, les réactions s'enchaînent. La nuit dernière, c'est au tour du sénateur Georges Naturel d'interpeller l'État sur la crise nickel au pays, où le ministre a énuméré l'engagement financier de l'État. Pour la seule usine du Nord, KNS, j'ai proposé 100 millions d'euros de prêts de l'État, 45 millions d'euros d'aide immédiate, 65 millions d'euros de soutien sous une autre forme financière, soit près de 200 millions d'euros de soutien pour une seule usine. Donc l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour l'usine KNS du Nord. Il a fait le maximum financièrement. Maintenant, c'est aux actionnaires, c'est-à-dire la province Nord et Glencore, de prendre leurs responsabilités. En province Nord, après avoir remercié l'État dans ce communiqué, son président, Paul Niaoutine, s'étonne de l'interpellation de l'État. Le fondateur du Palicar reprécise les responsabilités liées à l'activité de KNS. Cette proposition de soutien financier appelle, en premier lieu, en responsabilité les mandataires sociaux et actionnaires de KNS, Glencore et SMSP. C'est bien l'objet des discussions menées actuellement à Paris. Sur la même lancée, Calédonie Ensemble, par la voix de Philippe Gomez dans une lettre ouverte à Bruno Le Maire, demande au ministre de l'Économie de traiter le dossier KNS au même titre que l'usine du Sud et la SLN. Pour rappel, des négociations sont en cours à Paris entre KNS, Glencore et l'État. Elle intègre également le cadre du pacte nickel demandé par l'État. Bruno Le Maire a rappelé la nuit dernière au Sénat sa date d'aboutissement. Ce pacte nickel, la négociation progresse. J'ai bon espoir que nous puissions parvenir à une signature définitive sous quelques semaines. Pour se préparer à une potentielle crise sociale et économique sans précédent,
Le gouvernement a d'ores et déjà créé en janvier une cellule de suivi et d'accompagnement pour soutenir les acteurs économiques, les entreprises et les salariés des 3 usines endettées. À la médiathèque de Dimbéa, la Microfolie, un musée virtuel gratuit et en place depuis 3 ans maintenant, accueille environ 100 à 150 personnes par semaine. Cette semaine, elle a lancé le Micro-Festival. Il accueille des artistes pour des représentations autour de la peinture, du chant ou du cirque. L'événement touche les petits et les grands. Une grande fierté pour Laura Goujon, à l'initiative de ce projet. Alors le micro-festival, on a eu cette idée cette année pour un peu commémorer l'événement. En fait, l'événement, c'était notre déménagement. Nous étions autrefois dans le complexe du cinéma MK2. On a déménagé pour simplement des raisons d'espace. C'était un petit événement d'1 semaine. Donc cette semaine, il y a énormément d'activités. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a un atelier peinture, il y a une démonstration de Guy Pochart. Il y a Patricia Segui qui nous chante des chansons pour nous donner un petit peu de bonne ambiance. Écoutez, c'est super de voir quand même qu'on a des jeunes qui sont là, qui répondent. On a créé en plus un nouveau module pour les tout petits de 3 à 6 ans qui a énormément de succès. Alors, si vous souhaitez en profiter, le Micro-Festival se clôturera ce samedi 10 février à 18h.